Alors, coucou à tous. Bon, alors, j'ai encore pas réussi à faire activer avec le PC. Donc, je suis de nouveau avec le téléphone. J'espère que ça ira. Je l'ai surélevé un peu cette fois-ci, c'est mieux. Alors, donc voilà, aujourd'hui, alors, je vais essayer de rester timing sur les 30 minutes. Alors, je me suis fait des petits repères sur mes notes. Je vais essayer de rester dans ce créneau-là. Donc voilà, en gros en fait là, les lives qui auront lieu, donc les 4 lives à partir de celui-ci, je vais en fait vous expliquer en gros tout le processus en fait de transformation d'une douleur en une force, okay, la transformation d'un traumatisme. Voilà, donc comment ça se passe. Alors, en fait c'est en 4 étapes, et donc aujourd'hui on va parler donc de la première étape. Voilà, la première étape qui est, en fait, c'est accepter. Voilà, accepter la réalité des choses. Alors, ça peut être très long. Parfois, effectivement, ça peut mettre des mois. Donc voilà, je vais commencer donc par la première chose déjà, c'est de parler. Alors, c'est important de parler, que ce soit à l'entourage, si c'est possible, bien sûr. Sinon, il y a des groupes que l'on peut rencontrer. Alors, on a des groupes physiques. Donc on peut aller voir des personnes donc avec qui on peut échanger, qui ont vécu les mêmes choses que nous. Donc ça, c'est très important d'avoir ce paramètre d'empathie, en fait. Ou alors donc il y a des groupes en ligne, donc qu'ils soient anonymes ou pas, hein, on n'est pas obligé de donner notre identité. Mais donc voilà, ces groupes en tous les cas, ces façons de pouvoir aborder tout ce que l'on ressent, c'est très très important. Alors en fait ce que j'ai beaucoup aimé, c'est que sur les groupes, il y a énormément de personnes donc qui viennent donc déposer bien sûr leur peine et leur tristesse et leur questionnement. Mais aussi, c'est surtout que ils sont toujours là, en fait, disponibles à toute heure, en fait. Et il y a toujours quelqu'un qui va répondre, et toujours beaucoup d'empathie et de bienveillance. Et ça, c'est quelque chose dont on a vraiment besoin et qu'on va pas nécessairement toujours trouver dans l'entourage, en fait. Parce que sur l'entourage, donc, va être plus ou moins dans le même choc que nous. C'est pas nécessairement le cas pour tous. Et va évoluer. En fait, chaque personne bien sûr va évoluer à son rythme. Et parfois, bien quand donc nous on est encore en pleine sidération. D'autres personnes de notre entourage, elles vont peut-être 2 mois après déjà avoir tourné la page en fait, et que ça va mieux. Voilà, le choc est passé, et du coup on se sent complètement en décalage, et finalement, et on en vient à un moment donné à avoir honte, même à être gêné de parler de nos émotions. Donc c'est pour ça que je parle des groupes, que c'est très important de ne pas hésiter en fait à rechercher des groupes sur Facebook, par exemple. Il y en a très très facilement des groupes de traumatisme, de deuil, voilà. Ces personnes-là en fait vont entendre donc nos difficultés, même si des mois sont passés, des années parfois, et on est toujours dans cette problématique, voilà, d'avoir ce vide autour de nous, ou si c'est un traumatisme autre que le deuil, hein, c'est pareil, ça peut être des étapes vraiment difficiles à passer pour nous dans la vie, parce qu'il y a toujours ce traumatisme qui est là, qui revient en continu. Donc voilà, il est vraiment nécessaire d'en parler, et d'autant plus que sur les groupes, la particularité c'est que bien souvent il y a des professionnels ou des accompagnants qui sont là, donc ils vont nous aider aussi à réguler un peu nos émotions, nos pensées, qui peuvent aussi d'ailleurs, certains nous appellent donc pour nous avoir en direct et pour nous aider quand c'est vraiment très compliqué. Donc voilà, cette étape-là, très très important, en parler. La deuxième étape, c'est demander de l'aide. Alors il faut vraiment demander du soutien, mais aussi la forme désirée du soutien. Voilà, qu'est-ce que vous attendez vraiment de votre entourage? Parce que votre entourage, en fait, il est démuni, en vrai. Il ne sait pas comment vous aider. Et bien souvent, en fait, on ne dit pas ce qui ne nous convient pas ou ce qui nous blesse. Ça, c'est important pourtant d'en parler. Voilà, de parler de ce qui déclenche en fait l'émotion chez nous. Il y a des déclencheurs, et on le sent de suite, on le voit bien, que si c'est juste un plan de parler de la personne qui n'est plus là, dans le cas du deuil, parce que je reste un peu dans ce cadre-là, parce que je vois que c'est plus ces personnes-là qui s'adressent à moi.
Mais bon, c'est valable pour tout autre traumatisme, hein, vraiment. Donc ce que je donne là, même si je donne des exemples sur le deuil, les exemples sont le schéma est le même pour tout autre traumatisme, hein, que ce soit une agression, un viol. Hein. Je vous assure que vraiment il y a des déclencheurs qui font que de toute façon on a un état émotionnel qui va se manifester à des moments précis. Donc voilà, ça peut être donc des circonstances, voilà, où on refait quelque chose qui va nous rappeler de suite à ce que l'on a vécu, à notre trauma. Et ça peut être aussi voilà des termes, des odeurs aussi, des touchers, voilà tout ce qui est sensoriel en fait va venir et auditif et voilà nous ramener au souvenir en fait de quelque chose qui va être le déclencheur. Donc voilà, ça il faut vraiment en parler à l'entourage. Vous n'êtes pas obligé de subir ça. Ils le font pas exprès et surtout l'idée disons c'est d'arriver en fait à être clair et ne vous inquiétez pas, il y aura forcément de l'empathie. Alors merci à tous ceux qui regardent, je vous vois, Patricia, Isabelle, ça fait très longtemps. Merci à Nicolas aussi d'être là. Patricia, je sais que tu es là aussi. Alors j'espère que je vais vous amener suffisamment de valeur en fait encore aujourd'hui. Donc voilà, donc je disais donc votre entourage ne sait pas comment s'y prendre en fait, et c'est compliqué pour eux parce qu'ils sont pas forcément dans les mêmes émotions. Donc voilà, et ils ont besoin en fait d'informations. Donc n'hésitez pas à en parler. Vous avez aussi le droit de mettre vos relations en fait entre parenthèses si c'est trop compliqué, si vous vous sentez pas compris et quelque part agressé un peu bien par les comportements des autres. Voilà, mais c'est pas grave. Vous avez le droit, je vous assure, de vous isoler un petit peu et de vous mettre à l'écart, quitte à paraître un petit peu acariâtre ou voilà, c'est pas grave. Je veux dire, c'est vous qui êtes dans le traumatisme sur le moment. Donc c'est vous qui êtes important en fait. Les autres, ils vous récupéreront après quand ça ira mieux, à la limite. Mais voilà, je sais que c'est la dure loi de la vie. Il y a des fois où, bien voilà, on voudrait tellement avoir de l'aide de l'entourage, mais sauf que l'entourage ne peut pas toujours être présent là où on veut et comme on veut. On est parfois aussi compliqué à comprendre à ces moments-là. Alors ayez ça à l'esprit aussi. Donc vous êtes libre voilà, de votre façon de penser, surtout, de votre façon d'être et de vos décisions aussi. Voilà, donc éloignez-vous surtout des personnes qui veulent vous imposer leurs décisions ou la personne qui va vouloir vous imposer sa vision. Non, vous avez la vôtre, hein, vous avez vos croyances, vous avez votre perception des choses. Voilà, en aucun cas, personne ne doit du tout vous imposer quoi que ce soit. Alors, sachez le dire, sachez dire non quand quelque chose ne résonne pas en vous. Voilà, c'est pas un affront du tout, et c'est même plus un affront de vous imposer quelque chose, même si c'est peut-être fait par bienveillance. Mais si ça résonne pas en vous, ça c'est clair qu'il faut vraiment l'exprimer, sinon la personne va continuer en pensant que ça vous aide. On n'est pas tous, tout le monde n'est pas pédagogue, n'est pas thérapeute non plus, voilà. Donc on peut pas avoir forcément l'aide voulue des personnes en face. Donc voilà, sachez dire ce que vous ressentez. Votre souffrance en fait doit être respectée et peu importe le traumatisme, ça aussi c'est très important parce qu'il n'y a pas de petit ou grand traumatisme. C'est surtout que bien, voilà, je vois des personnes qui disent oui, quelqu'un qui a perdu son enfant, c'est plus grave que quelqu'un qui va avoir perdu son compagnon. Et quelqu'un qui va avoir perdu son chien, par exemple, ça va, c'est un chien. Là, je suis pas d'accord du tout parce que je suis désolée, on peut être super attaché à son animal qui n'est pas qu'un chien, justement, qui va être celui qui va être là pendant des années, qui va justement nous soutenir dans des situations difficiles. Donc vraiment, là, le jour où on perd cet animal, j'ai une pensée d'ailleurs pour des amis qui viennent de perdre effectivement leur chien, qui les a suivis pendant 12 ans. Donc voilà, je sais à quel point ça peut être quelque chose de douloureux. Parce que voilà, on peut pas minimiser quelque chose qui nous a impacté en fait. Et oui, c'est vrai qu'effectivement, perdre un enfant c'est très difficile, mais perdre un conjoint aussi c'est très difficile. Ça peut même être quelque chose de terrible, qui soit insurmontable pour la personne.
Alors que la personne qui va avoir perdu son enfant va peut-être arriver effectivement à transformer les choses et à justement arriver à avoir de l'oxygène et passer les autres paliers en fait. Et que la personne qui a perdu son compagnon ou sa compagne n'arrivera pas à faire. Donc voilà, ayons toujours beaucoup d'empathie pour les personnes et surtout ne pas juger l'état émotionnel, la difficulté émotionnelle de la personne à dépasser quelque chose. C'est pareil, sur un traumatisme vécu dans l'enfance peut avoir une envergure énorme. Et quand on est adulte, on n'a pas le même ressenti, bien sûr. Là, on peut être très très choqué d'un geste très minime qui était peut-être très déplacé, mais qui a été fait quand on était enfant et qui du coup a complètement sapé notre vie en fait à l'âge adulte. Et voilà, quand on en parle, voilà, on a besoin d'être entendu en fait sur tout ça. Donc voilà, ne vous dites pas qu'il y a des petits ou grands traumatismes, que ce que vous avez vécu finalement, c'est peut-être pas si grave. Si, je vous assure que si vous cherchez des solutions, c'est que pour vous c'était grave en tous les cas. Donc voilà, quel que soit le traumatisme, il y a un impact qu'il faut respecter en fait. Donc votre histoire est unique et vous n'êtes pas comparable en fait à personne d'autre. Vous n'êtes pas coupable non plus de rien. Ça, c'est quelque chose que je souhaite souligner. Parce que dans les cas de violence, d'agression, de viol, dans les cas aussi de personnes qui se sont suicidées, bien souvent, on retrouve cette culpabilité pour ce qui reste. Alors là, moi, c'est vrai que j'ai vécu ça aussi, et c'est vrai que je me suis longtemps posé plein de questions sur le pourquoi. Alors, pourquoi mon conjoint en était venu là et voilà comment j'aurais pu faire autrement. Et voilà, on a tendance à se faire du bullshit en fait et du coup on mouline et ça n'apporte rien finalement. Bon, c'est vrai qu'on se fait du mal, mais en même temps bon, c'est peut-être un petit passage qui est obligatoire, quoi. Le psychisme fonctionne comme ça. Mais surtout, l'idée, c'est de ne pas rester là-dedans, en fait, ne pas se sentir coupable, je veux dire, de façon chronique, quoi. Voilà. On n'est pas coupable de ce qui se passe, des actions des autres, en fait. Donc chacun est responsable, il s'agit de reprendre sa responsabilité et de rendre la responsabilité des autres aux autres. Avec tout l'amour qu'on peut avoir pour eux, ou pour une agression, voilà, ben c'est la personne qui a décidé quand même de nous faire du mal, ça ne va pas être... C'est pas nous qui l'avons cherché, et même si on avait été responsable de quelque chose, je veux dire, il y a des niveaux quand même de responsabilité, et je suis désolée, on ne mérite pas d'être agressé, on ne mérite pas d'être violé, jamais. Donc, et quel que soit l'âge, quelles que soient les circonstances, voilà, c'est pas quelque chose que l'on cherche, et on cherche pas non plus à ce que quelqu'un mette fin à sa vie. Voilà. Donc tout ça, c'est à vraiment relativiser, remettre les choses à leur place en fait. Il est nécessaire donc d'exprimer aussi ses émotions. Alors ça, c'est quelque chose que l'on ne fait pas forcément souvent, de dire exactement ce que l'on pense, ce que l'on ressent, et mettre des mots sur ses ressentis, ce que ça fait aussi physiquement. Voilà, tout ça, c'est tout un travail en fait que je fais déjà avec des personnes que j'accompagne dans d'autres cadres. Mais voilà, c'est quelque chose qui est vraiment très très important dans ce processus en fait de transformation d'un traumatisme. Alors, donc vous confiez comme vous voulez que vous confiez. Vous dites ce que vous voulez dire, que ce soit à des personnes lambda comme à des professionnels. Voilà, vous dites ce que vous souhaitez. En fait, ne cherchez pas à dire ce que la personne veut entendre. C'est pas ce qui va vous aider du tout. Ce qui va vous aider, vous, c'est de pouvoir sortir en fait vos émotions telles quelles, même si ça peut choquer, avec les mots que vous avez à utiliser surtout. Voilà, la personne est là pour vous entendre, et surtout quand c'est un professionnel. Donc peu importe les termes que vous prenez, et peu importe ce que vous abordez en fait. Et c'est peut-être quelque chose que vous pensez sur le moment, ou que vous ressentez sur le moment, que vous ne ressentirez plus dans un mois ou dans un an. C'est comme ça. Sur le moment, il faut traiter ce problème avec son entièreté. Voilà. Donc voilà, vous êtes digne de respect et vous êtes maître de vos choix. Ok ? Alors maintenant, on va passer du coup à la troisième étape, c'est considérer ses émotions.
Alors, il faut considérer toutes vos émotions. Surtout, voilà, ne rien laisser de côté, que ce soit la rage, que ce soit la peine, que ce soit les questionnements qui vous mettent une certaine anxiété. Elles sont toutes des messages, en fait, et des guides. Alors ça, j'en avais déjà parlé, alors je ne sais plus si c'était dans mon ancien, dans l'autre live, j'en parle assez souvent, ça, du fait que les émotions sont des guides. Et qu'il faut vraiment y prêter attention. Elles vous disent, en fait, là où vous en êtes et si vous êtes sur un bon chemin ou pas. En tout cas, elles ont besoin d'être exprimées, ça c'est clair. Sinon, ça crée des dysfonctionnements, des maladies. Et en fait, en vrai, elles sont ce qui vous donneront de la force dans l'action, finalement. Donc, quand vous allez transformer dans les autres étapes, vous allez transformer à partir justement de ces émotions que vous ressentez. Donc voilà, c'est important de les accueillir déjà, de dire ok, vous êtes là et merci, en fait, merci d'être là. Voilà, donc on va passer au 4e. Je me surveille l'heure et je vois que j'ai 2 minutes de retard, mais ça va. Donc le 4e point, c'est de comprendre le fonctionnement du traumatisme. Alors ça, pourquoi c'est important? Parce que si vous comprenez pas le fonctionnement, en fait, vous n'allez pas savoir où vous en êtes sur la réglette. En fait, moi, j'imagine tout ça comme vraiment comme une réglette qu'on va faire avancer petit à petit. Et, en fait, il faut savoir que le trauma, c'est la conséquence de l'événement ayant mis votre santé physique ou psychique en danger, en fait. Donc, vous avez le trauma, c'est l'événement qui est là, qui arrive. Et ensuite, vous avez le traumatisme. Alors ça, c'est tout ce qui va être généré par la suite. Donc, tous ces états émotionnels, ces difficultés, en fait, vont avancer à cause du trauma. C'est ce qu'on appelle le traumatisme. Voilà, l'événement, en fait, peut être un événement isolé, mais il peut être aussi un événement répété. Donc, vous avez vécu déjà un stress aigu. Donc c'est ce qui vous fait passer en fait parfois par l'agitation, par des grands bouleversements, un état de sidération, un état de tristesse. Et en fait tout ça crée du cortisol, c'est l'hormone du stress, le cortisol, qui va du coup venir inhiber certaines choses et vous êtes donc dans un... En fait, ça inhibe déjà la pensée, parce que c'est vrai que du coup, tout ce qui est systèmes neuronaux vont être détruits par le cortisol. Donc, plus vous allez avoir ce stress qui va se répercuter régulièrement. Donc, ça, c'est le cas lorsque les traumatismes sont... le trauma est vécu plusieurs fois dans le quotidien. En fait, le cortisol va venir détruire tout votre système cognitif. Donc, vous n'allez plus être capable de penser, de réfléchir correctement. Ça va être très compliqué en fait de vous repérer et dans le temps et dans l'espace. Ça peut créer donc des dysfonctionnements à ce moment-là. Et donc voilà, vous allez être donc dans un épuisement physique et moral en fait. Donc vous pouvez, alors il y a plusieurs possibilités, des choses qui peuvent se arriver en fait. Vous pouvez faire une chronification, c'est-à-dire qu'en fait vous avez un état de stress post-traumatique. Vous pouvez donc oublier des souvenirs. Ça c'est assez courant, voilà, qu'on oublie une partie de ce qui s'est passé, surtout quand c'est des traumatismes liés à l'enfance. On peut effectivement oublier certaines choses. Moi, ça m'est arrivé, effectivement, et encore là, juste récemment, en fait, j'ai appris pourquoi j'avais une phobie de l'eau. Donc, où j'ai vraiment peur de mettre la tête sous l'eau. Et on m'a rappelé un événement, on me dit, mais tu sais, quand voilà, petite, voilà, on m'a rappelé donc ce qui s'était passé, et je n'ai aucun souvenir du tout de ça. Mais effectivement, ça a dû sérieusement me traumatiser. Et voilà, effectivement, je me demandais d'où venait cette peur. Mais vraiment une peur de noyade terrible, alors qu'il n'y a aucun danger, je sais nager, tout ça, mais voilà, c'est des choses, vous voyez, que l'on peut oublier et qui reviennent en fait de façon phobique et qui peuvent nous mettre dans un état de panique incroyable quand on est en situation. Et enfin voilà, c'est pour vous faire un petit parallèle, un petit exemple. Donc on peut être aussi déconnecté donc de nos émotions. Oui, donc c'est ça, c'est la protection psychique, en fait, c'est une amnésie traumatique. Voilà, donc ça c'est quelque chose qui arrive, qui n'est pas
anodins, mais qui arrivent assez fréquemment chez les personnes. Alors, vous pouvez aussi avoir donc des systèmes dissociatifs. Alors, ça va de la dépersonnalisation, par exemple, c'est-à-dire qu'on a l'impression comme si notre corps n'était pas le nôtre, en fait. Voilà, vous êtes là, mais vous n'êtes pas là. Alors moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, hein, donc sur plusieurs traumatismes différents, enfin au moins 2 déjà, c'est sûr. Donc, je l'ai bien ressenti, quoique, voilà. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, hein, vous pouvez me dire en commentaire hein, aussi si vous avez déjà vécu ça, d'avoir ce sentiment que vous n'êtes plus dans votre corps, en fait, comme si vous jouiez un rôle, enfin, vous avez plus l'impression d'être dans un film un peu glauque, et voilà, et que vous n'avez pas intégré votre conscience, elle n'est pas là, en fait, dans votre corps. Il y a aussi la déréalisation. Vous avez l'impression en fait d'être dans un rêve, comme si les événements n'étaient pas réels en fait, et vous avez cette drôle d'impression, et comme si vous rêviez en fait, et que rien n'est grave finalement, et c'est bizarre parce que du coup ça fait un contrebalancement complet avec le choc que vous venez de vivre, et du coup vous comprenez pas, voilà pourquoi il y a ce truc avant de ce besoin, en fait, c'est une protection, hein, c'est sûr, psychique, qui vous fait sortir de votre réalité, en fait, donc qui vous transforme la réalité pour que vous ayez l'impression, en fait, d'être enfin à l'abri, d'être intouchable. En tout cas, pas touché par les événements, quoi. Donc voilà, ce sont des mécanismes qui sont normaux, mais donc qui sont de l'ordre de la survie. Voilà, donc ça doit rester quand même momentané. Si ça perdure, c'est qu'il y a il y a un problème psychique en fait qui s'est ancré, et qu'il faut vraiment déjà par l'expression des émotions, il est nécessaire de retoucher aux émotions à ce moment-là, c'est sûr, et de les faire sortir, parce que là elles sont complètement étouffées finalement. Donc le trauma peut être réactivé donc par une odeur, un son, un lieu, un toucher, comme je vous disais. Donc voilà, là on ressort du coup de la déréalisation, et on revient d'un coup. Et ça, on peut vraiment basculer entre les deux pendant longtemps. Ça peut durer vraiment des mois, des années. Et c'est vraiment pas bon du tout, quoi. C'est que le cortisol est toujours là à faire son action, en fait. Et du coup, on peut pas être épanoui, bien évidemment. On ne ressent plus la joie, l'envie de vivre. Donc il est important d'arriver à réintégrer en fait sa vie de tous les jours finalement. Donc voilà, il y a plusieurs moyens bien sûr qui peuvent nous aider hein, aussi, au moins à cheminer. Donc déjà on peut faire, donc c'est le 5e point, on peut faire une psychothérapie. Donc alors vous pouvez être accompagné pour dépasser la blessure psychologique. Vous pouvez rencontrer votre traumatisme comme ça en sécurité, dans un cadre donné, avec un professionnel. Vous intégrez donc là le trauma du coup, et vous le remettez à sa place. Donc surtout dans le passé. Alors par contre c'est un travail de fouille hein, psychologiquement et psychiquement et physiquement je vais y arriver, qui est épuisant. Donc il faut savoir aussi prendre des temps pour se ressourcer et respecter ces temps de besoin de ressources en fait. Donc voilà, ça, n'hésitez pas à en parler avec celui qui vous accompagne, hein, que ce soit un thérapeute, que ce soit un psychologue, voilà, sur le moment. Donc il y a plusieurs thérapeutes hein, aussi qui ont des outils qui peuvent vraiment aider, comme le MDR par exemple, qui est très préconisé. Il y a aussi l'hypnose, je suis désolée pour les notifications, le taping aussi, le TCC. Voilà, vous faites en fait le chemin de résilience et de vivre avec par tout ça. Et voilà, c'est ce qui vous aide en fait à commencer le chemin. Alors, il est important aussi de travailler les fausses croyances, c'est le 6e point. Alors là, je vais un peu plus vite parce que je vois qu'il est déjà 25 et je n'ai pas tout à fait terminé. Donc, les fausses croyances, en fait, il faut décrivez l'impact déjà de l'événement sur votre vie et sur vos comportements et sur vos capacités. Ça, c'est important. De pouvoir le noter de 1 à 10, voilà, à quel point vous y croyez en fait à l'impact de ce que vous vivez. Alors ça, vous travaillez chaque croyance en fait à ce moment-là avec un professionnel. Alors, ça peut être un psychologue qui maîtrise cet outil et qui a l'habitude de l'utiliser. Sinon, pas avec un coach ou un thérapeute.
Voilà, bon, moi je sais que ça c'est quelque chose que je travaille bien souvent avec les personnes. Hein. Les fausses croyances, ça fait partie des bases du coaching. Et là, c'est quelque chose d'assez important parce que sinon vous allez rester bloqué, pareil, sur ce niveau-là, parce que vous serez rattaché en fait à ce à quoi vous croyez. Alors, Patricia me demande, c'est quoi la psychothérapie? Alors, en fait, la psychothérapie, c'est un accompagnement cognitif. Donc, c'est un accompagnement qu'on fait avec un psychologue. Alors, attention à ne pas confondre psychologue et psychiatre, parce que le psychiatre va être un médecin, surtout. Donc, il va être là plus pour gérer le physique et l'émotionnel par le traitement, bien souvent. Donc, bon, il va vous faire parler aussi, mais il y en a qui vont pas du tout vous accompagner sur le cognitif parce qu'ils n'ont pas cette obligation-là et que le psychologue, lui, pour le coup, est complètement formé à ça. Lui, il aide donc dans la transformation en fait cognitive. Donc pour débloquer des situations ou des pensées qui sont bloquantes sur le moment et qui ont besoin donc d'être travaillées. Voilà. Alors la sophrologie aussi, je vois, oui, il y a Eve qui est sophrologue. Alors vous pouvez la contacter, elle va pouvoir vous en dire beaucoup plus que moi sur la sophrologie. La sophrologie, en fait, c'est une thérapie aussi. Tu me dis, enfin, si je me trompe, mais qui va permettre en fait de réintégrer les émotions et de les acheminer en fait et les transformer par la respiration dans le corps. Voilà, d'intégrer les choses comme ça. Alors c'est lié souvent des mots ou des images en accompagnant par la respiration en fait, et donc on transforme comme ça donc des situations qui vont être compliquées. En fait, on va pouvoir les transformer sur quelque chose qui va être plus acceptable. Voilà. Alors je vais continuer avec le point 7. Donc le point 7, c'est j'aborde les médicaments en fait. Les pathologies, elles expriment une souffrance psychique. Pardon. Les pathologies expriment une souffrance psychique. Les troubles comportementaux peuvent être un refuge passager. Voilà, ça je l'ai noté parce que c'est très important de le dire. Voilà, que tout n'est pas figé et indéfini. Ce ne sont que des passages. Alors pour éviter justement que ça reste au quotidien, donc éviter tout ancrage de déviance, donc vous pouvez avoir recours effectivement à un traitement. Alors en plus d'une thérapie, c'est quand même le mieux. Alors parce que vous pouvez être atteint sur le sommeil, par l'anxiété, sur votre alimentation, sur votre humeur. Vous pouvez en fait calmer tout ce qui est impacté en étant aidé quelque temps avec une substance qui soit chimique, soit plus naturelle. Voilà, les fleurs de bac, ça marche très bien aussi. Voilà, accompagné donc par une thérapie, un suivi. Donc après tout ça, c'est suivant vos désirs et évidemment l'avis du médecin surtout. Alors surtout ne prenez rien seul. Voilà, je vous déconseille fortement. Vraiment toujours le faire avec un accompagnement. Et pareil, si vous voulez, quand vous sentez que vous avez besoin de l'arrêter, si ce n'est pas quelque chose qui vient du médecin, je vous conseille aussi de ne pas arrêter seul, surtout toujours en parler au médecin, voilà, parce qu'il soit au courant de ce qui se passe, qu'on puisse suivre aussi du coup le cheminement, les conséquences, si vraiment ça va mieux, s'il y a des choses à mettre en place en palliatif aussi pour aider. Voilà, c'est important. Alors pourquoi il faut en passer par là, par tout ça? Alors en fait, c'est parce que sinon vous allez rester coincé dans cet état de stress avec des éléments déclencheurs au quotidien. Voilà. Alors c'est ce que je t'expliquais du coup, Patricia. Voilà. Pourquoi on reste souvent en fait bloqué dans cette première étape du deuil qui n'est pas complètement, qui a à moitié cicatrisé, pas complètement. C'est donc où on rejoue tout le temps, on revit tout le temps les mêmes choses et donc on ne peut pas du tout passer aux autres étapes qui vont être les étapes de transformation. Donc du coup, on a une perte de contrôle, un sentiment de perdre sa dignité aussi, suivant ce que l'on a vécu. Il y a des risques d'addiction néfaste,
parce qu'on peut avoir des addictions très positives, hein. Voilà, faire de la méditation, on en a avoir besoin tous les jours, c'est pas un problème. Mais par contre, quand on a besoin de prendre son petit coup d'alcool tous les soirs pour accepter la détresse du vide du soir, là pour le coup c'est quand même beaucoup plus compliqué à vivre et plus néfaste. Voilà, on fait le parallèle. On peut avoir aussi des troubles alimentaires qui peuvent être très, très poussés aussi. Le sentiment d'être bloqué dans notre vie, et de jamais parvenir en fait à ne plus avoir peur et à retrouver sa joie de vivre, quoi, hein, son envie d'être là. On vit un sentiment d'injustice en fait et d'impuissance, un sentiment bloquant pour tout projet de vie. Et ça, c'est quelque chose qui, quand ça fait des mois et des années, ça commence à devenir très usant. Et du coup, on se demande si on va un jour arriver à revivre, en fait. Donc voilà, parce qu'on est toujours en boucle sur ce premier pilier. Alors c'est pour ça que je vous parle de tout ça, parce que c'est très important pour moi d'échanger là-dessus, parce que justement, j'ai vraiment découvert comment arriver à tout transformer. En fait, du coup, j'ai développer en 4 étapes finalement les choses. Donc la première étape, donc c'est cette intégration de la réalité dont on parle là. Ensuite, il y a l'étape 2, c'est l'étape de la ressource. Donc trouver les ressources nécessaires en nous, tout ce que l'on peut avoir et ce que l'on a déjà et ce que l'on peut implémenter en fait. Et ensuite, on va être à l'étape 3 de la transformation. Donc il s'agit de transformer du coup notre douleur en une force. Et ensuite, l'étape 4, c'est améliorer du coup notre vie quotidienne dans les 8 domaines de vie. Et ça, c'est du développement personnel. Et on ne peut pas être bien si on ne commence pas par soi. Ça, c'est très long. Alors, c'est vrai que, disons, moi, c'est une étape que j'ai pu développer du coup en programme sur 6 mois. Donc vous voyez, 6 mois de coaching jour après jour, H24. Voilà. Et donc du coup, quoi, ça m'a tellement fait du bien que du coup, je vais développer un programme pour ça. Donc ça, je l'ai fait, je l'ai développé, testé. Il y a 18 personnes qui l'ont suivi et donc au départ et qui ont vraiment transformé pas mal de choses dans leur vie. Et qui en fait, c'est un programme qu'on peut refaire continuellement. Donc voilà, pour moi, ça ce sont les 4 étapes en fait qui sont les plus importantes pour arriver à transformer cet événement qui nous a complètement traumatisés. Alors les avantages donc d'être accompagné donc pour aller déjà pour passer ce premier palier, c'est que déjà d'une vous allez poser votre paquet puant, parce que j'appelle vraiment comme ça, parce que c'est ça vous êtes embourbé là-dedans tous les jours et ça pue vraiment quoi. Je veux dire, c'est un truc c'est infect, vous voulez vous en sortir en fait et vous savez pas comment faire. Donc là voilà, le fait donc déjà de pouvoir déposer tout ça, les émotions, les pensées, etc. Travailler vos croyances limitantes et tout ça, vous allez déposer tout ça en fait, tout ce paquet là. Vous allez pouvoir nettoyer déjà ce qui est en surface. Alors en surface parce que les piliers 2, 3 et 4 vont aller beaucoup plus en profondeur du coup. Là vous allez nettoyer vraiment après. Et donc vous allez libérer vous libérer de ce sentiment d'impuissance aussi, parce que là sur le pilier 2 pour le moment vous êtes vraiment dans un état d'impuissance, voilà, où vraiment vous êtes impacté par les événements et vous n'arrivez pas à vous sortir de tout ça parce que vous dites mais je vais pas pouvoir effacer ce qui s'est passé, je vais pas pouvoir ramener la personne qui n'est plus là, voilà, je ne peux pas arriver à transformer finalement, à ne plus penser à ça dans mon quotidien quand il y a les éléments déclencheurs. Donc tout ça, c'est des choses qui reviennent tout le temps. Et c'est là qu'on a le sentiment d'impuissance. Vous allez cicatriser une partie de votre passé aussi. Vous allez vous créer une vie plus légère. Vous allez renouer aussi des relations saines, des émotions agréables et sans culpabilité avec les autres. Vous renouez aussi avec votre corps de femme ou d'homme. Ça, c'est super important. Parce qu'en vrai, avouez que quand vous êtes dans le traumatisme, vous y pensez plus du tout. Vous vous regardez plus dans le miroir, vous n'avez plus envie de toute façon. Tout ça, vous en foutez quoi, sur le moment. Donc, moi, je l'ai tellement vécu que voilà, aujourd'hui, je reprends conscience vraiment que mon corps physique, mon corps de femme est important. Bon, mais sur tout ça, je l'avais déjà travaillé heureusement. Mais voilà, parce que j'ai transformé des traumatismes d'enfance aussi.
Et du coup, je me rends bien compte aujourd'hui que pour moi, oui, mon corps de femme est important, ma sexualité est sacrée aussi. Donc voilà, tout ça sont des choses que j'ai pu transformer. Je ne suis pas restée bloquée sur le pilier 1 dû à un traumatisme d'enfance. En fait, j'ai réussi à le transformer, ça. Donc vous voyez, ça c'est ce que vous allez faire si vous faites déjà le pilier 1 en fait. Vous allez utiliser aussi apprendre à utiliser la roue des émotions. C'est un outil, je ne sais pas si vous connaissez, bon, il est assez connu dans le domaine du coaching et pour les parents aussi, ils s'en servent souvent avec leurs enfants. Et ça sert simplement déjà à repérer en fait, salut Vanou, à repérer en fait l'émotion que l'on a sur le moment. Alors vous faites le lien donc entre vos pensées, vos relations, réactions physiologiques aussi. Vous restez neutre, sans chercher à modifier ce qui se passe en vous en fait sur le moment. Et ça c'est très important de rester ok sur ce que vous ressentez. Donc alors vous apprenez en fait à respirer. Vous apprenez à accueillir et là vous apprenez aussi à méditer en fait sur ce que vous ressentez au quotidien. Donc voilà, alors je vais pas trop m'étaler encore parce que je crois qu'il est déjà à 36. Donc j'espère que ce pilier, premier pilier en fait, vous l'aurez compris et que ça vous aura aidé. Vous savez que vous pouvez regarder après en replay du coup le live. Alors donc du coup pour le live prochain, jeudi prochain, je vous parlerai donc de la deuxième étape, celle des ressources, du processus de transformation du traumatisme en une force. Alors voilà, si vous avez des questions, quoi que ce soit, surtout n'hésitez pas à me les mettre en commentaire, même dans le replay. De toute façon, je les verrai. Et si vous avez des questions, donc pour les prochains lives aussi, n'hésitez pas. C'est avec grand plaisir que je vous réponds aussi de ce que j'en comprends, de ce que j'en ai compris jusqu'à aujourd'hui. Voilà, j'espère vous avoir apporté en tout cas assez d'éclaircissement. Alors merci beaucoup Eve aussi pour ton petit message. Oui, j'espère que la guidance que j'amène vous aide. Alors oui, la petite guirlande derrière, c'est parce que comme c'est les lumières de Delphine, je me suis dit que quand même, ce serait bien d'avoir un peu de lumière. Alors j'essaie de faire avec mes moyens. Je suis vraiment pas technologie, donc je ne sais pas mettre de fond d'écran encore, tout ça. Je vous dis à jeudi prochain, alors bisous à tous et portez-vous bien et passez une très belle après-midi du coup. Bisous.